nous avons saisi la commission juridique, puisqu'il n'y a pas de litige dans ce contrat. Il y a un garçon qui continue de courir sur le terrain et un salaire qui n'arrive plus, c'est tout. En fait, il y a juste un salarié face à un mauvais payeur. Donc on a saisi la commission juridique au mois d'août 2024, qui, le 11 septembre 2024, a rendu une décision sans aucune ambiguïté, indiquant que le club devait les 55 millions d'euros et en lui donnant même injonction de les régler sous 8 jours. Alors, j'ai personnellement représenté Kylian à cette audience, que là, je vous résume en quelques secondes, mais ça a duré 1h30. 1h30 parce que les parties ont eu plus que le temps d'expliquer pourquoi cette somme n'était pas due. Et ça a beaucoup été repris dans les médias. Au point que je vous assure qu'en lisant le journal le matin, je me finissais par me dire, enfin, on finirait presque par oublier le contenu de la décision. C'est quand même incroyable. La décision dit que l'argent est dû et on ne retient qu'une chose, c'est les explications du club que j'avais entendues en séance qui visaient à nous convaincre exactement de l'inverse. D'ailleurs, le club n'a pas hésité. Dans la foulée, il a publiquement annoncé qu'il ne respecterait pas cette décision. Ah ben ça, c'est pas mal. Donc on signe un contrat, on ne respecte pas. On est sanctionné, on ne respecte pas. Allons-y. Donc ils ont fait appel devant la commission mixte d'appel paritaire de la LFP. Quelques semaines plus tard, nous voici tous à nouveau convoqués et on recommence. On recommence la même histoire, mais attention, ces commissions, c'est composé d'experts côté club, d'experts côté joueurs, c'est présidé par des magistrats professionnels. Enfin bon, c'est pas un truc comme ça fait à la légère, quoi. C'est sérieux, ces commissions. D'ailleurs, ce sont des juridictions. Rebelote en appel, la décision ne fait pas un pli et dit « On a entendu toutes les explications de l'employeur, mais pas vrai, ces sommes sont dues. » Eh bien, on recommence. L'employeur vous prend en partie et vous dit « Je ne payerai pas. » À nouveau, on se dit « Mais c'est incroyable, ça ne semble étonner personne. » Donc finalement, le football a ses propres règles, mais je découvre que le PSG a l'air d'avoir son propre droit. Je me dis quand même, on se dit avec mes clients quand même, c'est un peu incroyable cette affaire. Ben, on va aller jusqu'au bout, avec toujours cette petite musique du « Pourquoi vous ne saisissez pas les prud'hommes ?» Mais parce que ce n'est pas le juge compétent. Le juge compétent était les instances sportives. Donc, comme la réglementation sportive est bien faite, eh bien, elle prévoit le cas de figure où un club refuserait d'appliquer des sanctions qui s'imposent à lui. Là, on passe au disciplinaire. C'est pour ça que c'est un peu long, cette histoire, hein, alors que pourtant, le contrat a été exécuté depuis bien longtemps. Saisine de la commission de discipline, pour lui faire dire quoi? Pour lui faire dire, tout simplement, puisque le club n'a pas respecté ses obligations, sanctionnez-le. La commission de discipline a tout un panel de sanctions. Ça n'est pas à nous de lui dire quelles sanctions elle doit prendre, mais elle doit sanctionner le club. Elle ne l'a pas fait en se fondant sur une action judiciaire qu'a lancée le club à la toute dernière minute, mais tellement à la toute dernière minute qu'en fait, au jour de l'audience, elle n'était pas lancée. Pourquoi elle n'était pas lancée? Parce que mon client lui-même n'avait même pas été informé de cette procédure. Donc, et j'exagère rien, devant la porte, au moment de l'audience, le confrère adverse m'a tendu une liasse de papier en me disant « Tenez, tenez, c'est une procédure ». Et elle a plaidé ensuite en disant « Une procédure est engagée ». Je vous avoue que j'étais assez confiante en sortant de l'audience. Je me suis dit « Bah non, la ficelle est tellement grosse, la procédure, elle n'est pas engagée ». Puisque techniquement, pour engager une procédure, il faut prendre un huissier, faire délivrer l'assignation, et une fois que ça c'est fait, aller la placer devant le tribunal. Vous ne pouvez pas la placer puisqu'elle n'avait pas été délivrée. Je vous épargne mes considérations trop techniques. Le procès, il n'était pas commencé. Eh bien non, eh bien tant pis. La commission de discipline a dit « Désolé, il va falloir revenir nous voir un peu plus tard parce qu'il y a une procédure en cours, ça nous empêche d'intervenir dans ce dossier. » Alors on s'est dit, on repart pour un tour. Tant pis, on va aller devant la commission supérieure d'appel de la FFF, cette fois, qui est compétente pour régler ce type de problématique. Et là, que nous a-t-elle dit? Elle nous a dit dans un premier temps, « Désolé, la commission de discipline s'est trompée. Elle était compétente. » Ah, merci. Donc en lisant la décision, on se dit, « Ah, merci, paragraphe suivant, ça va donc être la conclusion. » Eh bien non.
Deuxième paragraphe. Alors, elle s'est trompée, mais comme elle a estimé qu'elle n'était pas compétente, vous ne pouvez pas faire appel d'un truc, d'une décision qui dit qu'on n'est pas compétent. Rentrez chez vous, revenez nous voir après la procédure devant le tribunal judiciaire. Juridiquement, nous pensons à nouveau que c'est une aberration totale. Après ce petit rappel des faits, j'espère que j'ai perdu personne parce que c'est vrai que ça devient complexe ce dossier, eh bien, ça m'amène tout naturellement à vous annoncer la première des procédures que nous avons engagées. La première de ces procédures, c'est la saisine de la ministre des Sports, suivant une procédure de déféré ministériel. Ça consiste à dire, Madame la ministre, vous qui représentez l'État, c'est le Code du sport qui permet ça, vous qui représentez l'État, État qui a donné une délégation à la fédération pour qu'elle organise le football, fédération qui a donné une délégation à la Ligue pour qu'elle organise le football professionnel, eh bien, vous avez le pouvoir de saisir le tribunal administratif pour faire rejuger une décision qui serait, de manière flagrante, contraire au droit. Nous pensons que la décision de la Commission supérieure d'appel est illégale, donc nous en avons déféré à la ministre des Sports le 8 avril dernier afin qu'elle saisisse le tribunal administratif et dans l'espoir que le tribunal administratif redemande à la commission de discipline de se prononcer sur la sanction que risque le club. La deuxième action qui a été entreprise, elle est auprès de l'UEFA. Pourquoi ? Le domaine du sport, c'est très particulier. En fait, il y a des règles du jeu, mais pas que sur le terrain. Il y a aussi une règle du jeu pour que tout ça, ça tienne debout et que ce soit fair-play, dans tous les sens du terme, pas que le fair-play financier dont on entend toujours parler. Et pour que ce soit fair-play, il faut qu'on s'assure, quand je dis « on » ici, il faut que l'UEFA s'assure que tous les clubs jouent avec la même rigueur et la même règle du jeu. Alors, avant de délivrer une licence pour permettre aux clubs de participer à la Ligue des Champions, l'UEFA va demander aux fédérations nationales d'étudier scrupuleusement le dossier des clubs qui prétendent pouvoir participer à la Ligue des Champions. Dans cette analyse, la fédération doit passer en revue un certain nombre de critères que je vais vous épargner aujourd'hui. Mais il y en a un qui nous intéresse particulièrement, ce sont les critères financiers. Dans ces critères financiers figure l'obligation pour le club de régler l'ensemble de ses effectifs. Dans les effectifs, il y a les joueurs qui composent l'équipe qui va participer à la compétition. Et ce que disent les règlements de manière limpide, c'est si un club venait à devoir de l'argent à l'un de ses salariés, alors il ne pourrait pas recevoir sa licence pour participer à la Ligue des Champions l'année suivant l'analyse de son dossier. Depuis le 1er avril a commencé l'analyse des dossiers pour la saison 2025-2026. Nous avions écrit à la FFF il y a quelques semaines, déjà pour lui signaler cette problématique, et la FFF nous avait très gentiment répondu en nous disant « Revenez vers nous début avril, c'est là qu'on étudiera les dossiers ». Donc la deuxième procédure est engagée. Le 9 avril, un courrier a été envoyé à la Fédération française de football en vue qu'elle signifie à l'UEFA un manquement grave du Paris Saint-Germain dans le règlement des salaires dus à l'un de ses anciens salariés, en l'occurrence l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Voilà pour les deux premières procédures. Mais ce n'est pas tout. Puisque le Paris Saint-Germain voulait que tout cela ne se limite pas au règlement des salaires et de la prime qui était due, eh bien d'accord, allons-y. Nous avons donc pris l'initiative de lancer des procédures en matière civile, qui vont vous être détaillées dans quelques secondes, mais aussi des procédures en matière, parce que tout cela fait un mal considérable, pas seulement à mon client, mais aussi à son entourage, à la réputation, fait un mal considérable, et tout ça finit par être des infractions pénales qui méritent d'être sanctionnées. Kylian l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours, il a dit on ne devrait pas laisser faire tout ça, il est anormal que ça touche les joueurs et leurs entourages,
Donc il y aura des procédures aussi au pénal. Et puis, puisque le PSG appelle le prud'homme de ses voeux depuis si longtemps, eh bien on vous expliquera en son temps ce qui sera fait devant le juge de prud'homme. Donc d'abord, je passe la parole à mon confrère Thomas Clay pour qu'il vous explique les procédures civiles qui ont été engagées. Merci Delphine. Donc effectivement, comme cela vient d'être rappelé, ça fait plus d'un an maintenant que le club nous balade. Ça fait même 15 mois que toutes les tentatives de discussion n'ont rien donné et que les procédures internes à l'organe sportif n'ont pas réellement abouti. Et au fond, la question qui a été posée était simple, c'est est-ce qu'un employeur peut soudainement arrêter de payer son employé? Ça vaut pour Kylian Mbappé, mais ça vaut finalement pour n'importe quel joueur. Contre toute attente, si j'ose dire, ou contre l'impression qui en est ressortie, les juridictions sportives ont donné raison à Kylian. Ça vient d'être rappelé une première fois par la commission juridique le 11 septembre 2024, une deuxième fois par la commission mixte paritaire d'appel le 25 octobre 2024, et on pourrait se dire, à ce moment-là, c'est terminé. Sauf que le club n'exécute pas. Le club n'exécute pas les décisions de la Ligue de football professionnel. Le club qui est membre de la Ligue de football professionnel, le club dont le président est un membre influent du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, n'exécute pas les décisions. Et au fond, dans cette affaire, le club ne respecte rien. Il ne respecte pas le contrat de travail, il ne respecte pas le droit, il ne respecte pas les décisions de la Ligue de football professionnel, il ne respecte pas non plus la justice française, puisque comme ça vient d'être rappelé par Delphine Verheyden, le club, il veut nous pousser à saisir le conseil de prud'homme pour gagner du temps, pour faire durer devant le conseil de prud'homme. Et donc, comme ces décisions qui sont rendues par les commissions internes à la Ligue de football professionnel sont de vraies décisions de justice, au terme de procédures qui sont contradictoires, avec des audiences, eh bien, il a été décidé de prendre le club au mot et de demander l'exécution forcée de ces décisions de justice. C'est la raison pour laquelle nous avons plaidé hier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour se voir autorisé à saisir les comptes bancaires du PSG. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'annonce, nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d'euros par une saisie conservatoire. Cette saisie conservatoire s'inscrit dans le cadre de la procédure judiciaire que le PSG a lui-même lancée à l'encontre de la Ligue de football professionnel et à l'encontre de Kylian Mbappé. Et une audience est déjà prévue le 26 mai 2025. Mais d'ores et déjà, depuis 2 heures désormais, les comptes bancaires du PSG sont saisis par une saisie conservatoire à hauteur de 55 millions d'euros. Il y a ensuite les procédures pénales. Alors, la procédure d'une façon générale, la stratégie procédurale, Delphine vous l'a dit, c'est un ensemble d'actions qu'on mène. Ce sont des cercles concentriques avec au centre le contrat qui n'a pas été respecté, avec des sanctions financières, des saisies, et puis, autre cercle concentrique, celui qui va s'occuper de la souffrance. J'ai été très frappé de voir, d'entendre, de lire que Kylian Mbappé, il y a quelques jours, a utilisé ce mot de souffrance. Il ne l'a pas utilisé pour lui, il l'a utilisé pour ses proches. Et il l'a utilisé aussi probablement pour certains de ses amis joueurs aussi, qui sont dans des situations difficiles. Et ce mot de souffrance, il a un écho judiciaire qui est évidemment le pénal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en saisissant le juge pénal, ce que nous avons fait hier, je vais y revenir dans un instant, eh bien nous voulons adresser un signal fort, qui est le signal du « ça suffit ». On ne touche pas à l'image, on ne touche pas à la réputation, on ne touche pas à l'honneur. On arrête de balancer à travers les réseaux sociaux et parfois dans la presse des sauts de vomi sur les uns ou les autres, et en particulier sur leur famille.
C'est le droit de l'injure et de la diffamation. Le législateur, depuis plus d'un siècle, a prévu de protéger ceux qui souffrent de cela. C'est la raison pour laquelle hier, j'ai pris rendez-vous avec la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et j'ai déposé entre ses mains, comme on dit chez nous, 2 plaintes. Une concernant des propos qui avaient été tenus sur Facebook et une autre concernant des propos qui ont été tenus sur X, ancien Twitter. Et nous en préparons une autre pour la semaine prochaine, qui sera déposée la semaine prochaine. Il s'agit d'attaquer cette viralité de l'injure et de la diffamation qui n'a pas de limite. On dit toujours qu'il y a la gloire et la rançon de la gloire. Nous pensons tous ici, je pense que c'est évident, qu'il n'y a pas de limite pour la gloire qu'on souhaite à Kylian Mbappé, mais il doit y avoir des limites pour la rançon de cette gloire, et ces limites, elles sont fixées par le juge pénal. Alors donc, nous avons déposé ces 2 plaintes hier, une 3e dans quelques jours, et puis il y a une 2e série d'actions pénales que nous menons. C'est une plainte, cette fois-ci, qui sera déposée entre les mains du procureur de la République. Alors, je serai à votre disposition pour vous indiquer pourquoi les premières, c'est le doyen, pourquoi des juges d'instruction, la 2e, c'est procureur de la République, mais à ce stade et à l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance, pour une plainte qui consiste à rejoindre une action qui a déjà été menée par l'UNFP, qui a déposé plainte il y a un an environ pour des faits de harcèlement concernant la pratique dite du loft et tout ce que ça amène autour. Ici, nous le savons, il y a en plus l'armée numérique. Il y a tout un tas de pratiques absolument scandaleuses et même indécentes qui ont été mises en place pour exercer un harcèlement en vue de quoi? Il y a un but en vue d'extorquer à Kylian Mbappé une signature, c'est-à-dire soit renouveler son contrat ou soit partir plus vite et laisser au club la possibilité de monnayer. Eh bien, ce harcèlement pénal en vue d'extorquer une signature, il est franchement pénal. L'action a été engagée pour l'ensemble des joueurs qui sont dans les lofts par l'UNFP. On va rejoindre cette action. Je conclurai en disant que le pénal, je vous l'ai dit, c'est le juge qui réprime ceux qui ont souffert de quelque chose pour le plus jamais ça, parce que ça suffit pour soi-même et pour sa famille. Mais le juge pénal, pour me permettre et oser une métaphore sportive, c'est aussi bien souvent celui que l'on actionne une fois que le temps de jeu est terminé, les 90 minutes sont terminées. Delphine vous l'a dit tout à l'heure, 1 an pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. Alors on va en prolongation. Et souvent, dans nos affaires judiciaires, en prolongation, c'est le juge pénal qui permet de faire la différence pour obtenir la victoire. Telles sont les raisons pour lesquelles, par protection, mais aussi pour gagner in fine, nous avons entrepris ces 2 séries d'actions pénales. Auquel va donc venir s'ajouter une dernière action, en son temps, devant le Conseil de prud'homme.
Alors, devant le Conseil des prud'hommes, je pense que là, vous aurez eu un panel absolument complet de tout ce qu'on peut faire en droit. Mais le Conseil des prud'hommes, vous attendez tous de savoir pourquoi ça vient si tard et pourquoi, en fait, ça n'a pas été utilisé avant. Je vais rappeler très rapidement ce que Delphine vous a expliqué. Lorsqu'on était juste sur le sujet des primes et des salaires, le juge naturel, c'était bien celui des instances sportives. En gros, on lave son linge sale en famille et on n'avait pas besoin, à ce stade, d'aller au prud'homme. En revanche, vous avez tous entendu le PSG rétorquer dans la presse que lui souhaitait que le juge prud'homal soit saisi. Pourquoi cette stratégie ? Cette stratégie, c'était pour pousser le joueur à aller devant une juridiction dont on sait, par nature, qu'elle a un délai de traitement beaucoup plus long que la normale. C'était une tentative d'épuisement destinée, en fait, à un petit peu le déstabiliser une nouvelle fois. Mais puisque le PSG veut aller au prud'homme, nous irons au prud'homme. Et nous sommes absolument convaincus que le Conseil des prud'hommes sera très intéressé de connaître les règles du PSG, de connaître les codes du PSG qui ne sont pas tout à fait les codes du Code du travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais vous donner quelques exemples. La règle qui consiste, par exemple, à ne pas émettre de bulletin de salaire alors que vous avez encore un joueur sous contrat. La règle qui consiste à ne pas payer les charges sociales alors qu'on a le même joueur encore sous contrat. La règle qui consiste à ne pas émettre de solde de tout compte lorsque ce joueur a fini son contrat. Vous avez encore, sinon, d'autres choses que le Conseil des prud'hommes sera très curieux, très friand, à notre sens, de découvrir. Il y a des méthodes du PSG. Dans les méthodes du PSG, Pierre-Olivier Sûr vous l'a rappelé, il y a la méthode du loft. Et vous savez bien que la méthode du loft, ce n'est pas un jeu télévisé. C'est une méthode qui consiste à mettre à l'écart. C'est une méthode qui consiste à déstabiliser, voire à humilier. Il y a aussi, bien sûr, la méthode de l'armée numérique. Là, j'en passe, mais le fait est qu'elle existe. Et puis, il y a toutes les petites brimades du quotidien. Toutes ces petites brimades qui conduisent à vouloir casser le moral du joueur, à vouloir le mettre sous pression, de telle sorte qu'il soit contraint d'accepter, de signer un avenant à son contrat de travail. Toute cette orchestration, elle a nécessairement un préjudice qui est incommensurable, et c'est l'objectif de saisir le Conseil des prud'hommes et d'obtenir l'indemnisation de tous les préjudices que Kylian Mbappé a subis en violation de multiples règles du droit du travail. Voilà. Vous en savez maintenant autant que nous sur les 4 procédures donc, qui ont été engagées au moment où nous vous parlons et sur les 2 qui le seront, chacune en leur temps, car toutes ces procédures se tiennent et elles ne peuvent pas être toutes engagées simultanément. Pour le reste, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Et on est en train de vous distribuer un récapitulatif chronologique de l'ensemble des dates importantes et des éléments à connaître. Question ou une question? Pas de question? Bonjour, Julien Préto pour l'agence Reuters. Si j'ai bien compris, ce qui n'est pas gagné. Pourtant, j'ai essayé. Hein. La commission supérieure d'appel, je crois, de la Fédération française, juge irrecevable la demande de Kylian Mbappé parce qu'une procédure est en cours. Oui. Est-ce qu'on parle de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris? Oui. Alors, il me semblait que le tribunal judiciaire de Paris avait ordonné au PSG de payer les 55 millions d'euros. Non. Ce n'est pas le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné ça à Kylian Mbappé, c'est la commission... Mixte supérieure d'appel. La commission mixte supérieure d'appel, on finit par s'y perdre dans tout ce vocabulaire. C'est la commission mixte supérieure d'appel qui confirmait la commission juridique de la Ligue. Et le tribunal judiciaire, j'en profite quand même pour vous apporter une précision, ça a été tout à fait par opportunisme qu'il a été saisi, parce qu'il est quand même important que vous sachiez sur quel fondement il a été saisi. D'abord, le PSG n'attaque pas Kylian Mbappé, il attaque la Ligue de football.
Et il l'attaque sur quel fondement? Eh bien, il dit, finalement, les règlements là, que j'ai signés quand, en tant que club, j'ai voulu participer aux compétitions, ils sont nuls. Donc, en fait, pour se sauver, pour ne pas payer les salaires, il essaie de démanteler tout le système juridique réglementaire du football en disant, finalement, la règle du jeu, je la jette. Ça me fait penser un peu à un club qui, en fin de saison, à l'avant-dernier match de la saison, voit qu'il ne va pas gagner et qui dirait, finalement, la manière de compter les points, elle est nulle. On recommence. Non. Il se trouve que la règle est la même pour tout le monde et elle n'a rien d'illégal, mais je dois avouer que c'était bien joué. Pour faire semblant d'avoir une action judiciaire, c'était bien joué. C'était doublement bien joué parce que, pour entrer un peu dans les détails qui vous intéresseront sans doute, en réalité, quand la commission est saisie, le PSG est complètement désemparé parce qu'ils savent qu'ils vont dans le mur et qu'ils vont se faire condamner. Ça fait 2 fois qu'on leur demande de payer et ils vont être condamnés au disciplinaire. Donc, dans la précipitation, ils essaient d'aller devant le CNOSF en vue de saisir le tribunal administratif. Le CNOSF leur dit votre truc, on n'est pas compétent. Les règlements sont valables, on n'est pas compétent. Et donc, ils demandent, alors qu'on était tous convoqués pour l'audience disciplinaire, eh bien, ils demandent un délai de 15 jours supplémentaires, soi-disant pour préparer leur défense. En fait, ils préparent une assignation, je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont même pas le temps de faire délivrer et qui vise tout autre chose que le contrat de travail de Kylian Mbappé. Ça vise à dire le système réglementaire du football n'est pas bon, une ligue n'a pas le droit de relever qu'un salarié n'est pas payé de ses salaires. Et on revient sur les éléments de langage, c'est du domaine des prud'hommes. Eh bien, non, mais ça, le tribunal judiciaire saura le dire le moment venu. Et finalement, nous, on les remercie d'avoir saisi le tribunal judiciaire. Ils sont en train de nous faire gagner du temps parce que la décision de la commission supérieure d'appel, eh bien, maintenant, pour que tout ça se soit exécutoire, il nous faut la force exécutoire. Donc, on va la demander au tribunal judiciaire. Lors de la prochaine audience, on leur demandera cela. Oui, bonjour. Rémi Dupré au Monde. Sur le plan pénal, si je comprends bien, est-ce qu'il y a une volonté de votre part, finalement, de devenir en quelque sorte partie civile? Vous évoquiez le volet de l'armée numérique, et donc d'être partie civile dans l'information judiciaire en cours sur les barbouzeries autour du Paris Saint-Germain. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, à quel type de réaction vous vous attendez côté Doha et côté Paris Saint-Germain, puisqu'on sait qu'ils aiment, j'allais dire, jouer la montre et aller au pénal. À quel type de réaction vous vous attendez? Alors, je vais répondre sur la première proposition. Bon. Est-ce qu'on va se constituer partie civile? Pour l'instant, oui, dans les affaires d'injures et de diffamation. Parce que nous voulons adresser un signal très fort. Nous voulons même participer à cette action qu'on commence à voir contre les réseaux sociaux, contre le tout et n'importe quoi qui est véhiculé partout et qui plombe un peu notre société. Nous voulons en faire un combat qui sera mené par Kylian et sa famille. Et là, nous voulons que le signal soit très fort. Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire de la procédure en harcèlement et extorsion de signature. Alors aujourd'hui, il y a en ce moment, au tribunal judiciaire de Paris, 2 actions qui nous précèdent. Il y en a une qui est confiée au juge Lemonnier sur ce qu'on appelle l'armée numérique et tout le reste à partir d'une histoire de gifle, vous savez, dans un stade. Il instruit là-dessus et c'est à partir de cette instruction et des moyens d'investigation qui étaient mis en place que la juridiction est remontée, qu'il y a d'ailleurs une mise en examen. Je vous parle des sources ouvertes, comme on dit, puisque je n'ai pas accès au dossier. C'est éventuellement sur cette partie qu'on aurait pu rejoindre cette partie et s'adresser directement au juge d'instruction. Mais nous ne le ferons pas. Nous nous adressons au procureur de la République
dans le cadre de ce qu'on appelle une plainte simple sur ces mêmes faits et des faits plus larges encore et qui concernent spécialement Kylian Mbappé. Nous verrons si le procureur de la République considère qu'une partie des faits que nous allons viser, et qui sont là, hein, la plainte, elle est là, elle est faite. Hein. Elle est faite, elle est là. Nous allons voir si une partie des faits vont être choisis par le procureur de la République pour rejoindre directement l'instruction du juge Lemonnier ou pas. En tout cas, ce qui compte pour nous, c'est d'utiliser les moyens d'investigation de la justice pénale pour que la justice pénale, par les perquisitions, par tous les moyens que nous connaissons, qui sont des moyens très coercitifs, eh bien, fasse éclater la vérité sur ce qui s'est passé. À partir de ces éléments, de la vérité, nous verrons si nous nous constituons partie civile ou non. Maintenant, pour ce qui est de la réaction du PSG, ça, je laisse à Delphine qui les pratique. Merci. Moi, je ne les connais pas. Hein. Merci Pierre-Olivier. J'allais y venir. Quant aux réactions, vous savez, Kylian Mbappé, c'est un passionné de football. Je crois que ça n'a échappé à personne. Et il adore le Paris Saint-Germain. Je crois que ça n'a échappé à personne non plus. Donc croyez-le bien, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, tout ce qui est mis en œuvre, c'est pas de gaieté de cœur. On n'a pas eu d'autre choix que d'en arriver là. Ça fait plus d'1 an qu'on les laisse revenir vers nous. Kylian avait à cœur de les laisser digérer la déception peut-être de son départ. Tout le monde est conscient que c'est un chamboulement dans un club quand un grand joueur part. Mais tout ça, c'est quand même une question de principe. C'est une question de justice. Tout travail mérite salaire. Donc au fond, tout ça, c'est pas fait pour attendre certaines réactions, mais plutôt certaines actions du club. Et les actions, je crois qu'on a dit clairement depuis des mois ce qu'on attendait, tout simplement que l'employeur respecte ses obligations dans leur intégralité. Alors excusez-moi, je vais revenir sur un point parce que j'ai annoncé 2 actions en ce moment en cours au tribunal judiciaire et comme un mauvais élève, j'en ai annoncé 2, mais je n'en ai traité qu'une. Celle qui est entre les mains du juge Lemonnier dans le cadre donc de ce qu'on appelle une instruction pénale. Et il y a une autre action en cours qui est entre les mains du parquet dans le cadre de ce qu'on appelle une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas entre les mains d'un juge d'instruction, une enquête préliminaire à la suite de la plainte qui a été déposée par l'UNFP sur les histoires de loft, harcèlement. Et dans ces histoires-là, il y a aussi l'armée numérique. Mais vous voyez, l'armée numérique, elle fait déjà l'objet d'une instruction. Donc il y a un partage des choses. Nous allons saisir le parquet du cas Kylian Mbappé et le parquet après va peut-être rediriger. Voilà. Et la question de la constitution de partie civile se posera après. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Concernant les plaintes pour injures, quels sont les messages précisément qui sont visés? Et pour la saisie des prud'hommes, quelle date? Merci beaucoup. Alors, pour les messages d'injures, ce sont des injures. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est... On n'a pas envie. Hein. Ce sont des mots qui sont tellement affreux, obscènes, oui, au sens étymologique du terme ob, derrière la scène. Donc, on ne va pas en faire ici une caisse de résonance. Donc, ce sont des injures. C'est évident que ce sont des injures. Le problème, ce n'est pas la qualification. Le problème, c'est d'aller retrouver qui est derrière tout cela. Alors, qui? Est-ce que le nom qui les figure sur les réseaux sociaux est un pseudo ou pas? Est-ce que derrière le nom ou et derrière le pseudo, il y a une armée numérique ou pas? Est-ce que c'est quelque chose d'isolé ou quelque chose qui est fait de conserve, comme des bateaux de guerre qui avancent ensemble? Tout ça, c'est à l'instruction de le dire. Et vous pensez bien qu'une plainte avec constitution de partie civile telle que celle que nous avons déposée hier, elle va être examinée avec beaucoup d'attention par le TJ de Paris. Alors pour l'action devant les prud'hommes, ça sera en son temps, mais de toute façon après l'audience du 26 mai. En français, anglais, c'est possible?
Tarek Pandya from the New York Times. I've got two questions for you from this. You talked about pressure to sign this contract. Can you explain if there was similar pressure in 2022? Because within a few weeks, in July 2022, he had already written a letter to say that he didn't want to extend for the third year. And the second question is about UEFA. Are you confident UEFA will take any action here? The president of Paris Saint-Germain, he sits on the board of UEFA. He is the biggest customer of UEFA through beIN Media Group. And he is pretty close to the UEFA president. What gives you confidence that this would work? Thank you. Je vais commencer par votre deuxième question. La confiance dans la capacité de l'UEFA à tirer les conclusions d'un critère qui n'est pas rempli et qui ne devrait donc pas permettre la délivrance de la licence. Vous savez, moi, dans les mains, j'ai que mes armes. Mes armes, c'est les lois, les règlements et la foi dans la loyauté des gens qui doivent, appliquer ces textes. Les considérations que vous apportez sur les influences, si j'entends entre les lignes ce que vous dites, qu'il pourrait y avoir empêchant l'UEFA d'agir, c'est pas de mon ressort. Ça, je peux rien y faire. En revanche, on pourra tous ensemble constater si oui ou non l'UEFA prend ses responsabilités. D'ailleurs, vous avez remarqué que toutes les actions qu'on vous annonce aujourd'hui ont fait un peu monter d'un cran la chaîne de responsabilité, puisqu'on a la ministre des Sports, l'UEFA, les juridictions, des saisies qui sont faites. Enfin, là, on n'en est plus à débattre sur était-il normal ou pas qu'il ne soit pas payé. Et ça fait plus un pli, c'est normal. C'est totalement anormal qu'il n'ait pas été payé. Maintenant, sur le sujet des pressions qu'il a pu subir, j'étais déjà à ses côtés en 2022 et le sujet de la prolongation de son contrat a donné lieu à des mois de discussion. Parce que je le disais tout à l'heure, Kylian est avant tout un grand amoureux du football et pour lui, prolonger n'avait aucun sens si le projet sportif ne lui semblait pas aligné avec une forme de vision peut-être qu'il peut avoir du football. Il ne voulait imposer de vision à personne. Il indiquait juste que rester sans être dans le bon système sportif ne lui semblait pas utile. Il y a eu des discussions pendant des mois sur ce sujet. Et puis, il y a eu des discussions pendant quelques jours sur l'avenant. Et puis, finalement, les parties se sont tapées dans la main parce que des garanties, en quelque sorte, sur l'ambition sportive avaient été données. Je crois donc qu'à ce moment-là, mon client n'était pas sous pression pour prolonger son contrat. C'est bien l'année suivante que les pressions sont arrivées, car en 2022, il a accepté de bonne grâce de prolonger de 2 saisons supplémentaires. Le club, lui, insistait pour en avoir une 3e. Vous connaissez l'histoire par cœur. Kylian n'était pas partant pour 3 saisons. Ça a donc donné lieu à une option. Et je crois qu'à ce moment-là, mais même au moment de la signature du contrat initial, il y a peut-être eu un malentendu initial. Je m'explique. Kylian, du premier jour où a été envisagée sa venue au Paris Saint-Germain, il a été très clair, et ses parents aussi ont été très clairs avec la présidence du club en disant qu'un jour, il partirait. Et de l'autre côté de la table, je crois que le président n'a pas voulu entendre ça. Et à cela, il répondait « Tu seras tellement bien ici que tu ne partiras jamais ». Et c'est peut-être cet amour profond des deux côtés, cette envie profonde des deux côtés de bien faire, qui a amené à une incompréhension qui a fini par se transformer en pression, puis en départ. Oui, je voudrais ajouter un mot parce qu'il y a un point commun entre la question de Rémi Dupré et la vôtre. Monsieur, vous êtes de quel organe? D'accord. Il y a un point commun, c'est que vous avez l'air de nous montrer qu'on va craindre la réaction du club ou que le club est omnipotent et qu'on ne va pas y arriver. Alors évidemment, le club, ça ne va pas lui faire plaisir. Le PSG, le Qatar, ça ne va pas lui faire plaisir et les premières dépêches sont en train de tomber. On voit bien que ça ne fera pas plaisir. Néanmoins, peu importe
comme l'a dit Delphine Verheyden, le club n'est pas au-dessus des lois, et les lois, elles sont du côté du joueur. J'ajoute que, monsieur, vous posez la question, au fond, du conflit d'intérêts du président du club. Et vous avez raison. Il est à la fois président du club, membre du conseil d'administration de la Ligue, président de BeIN et président de l'ECA. Et alors, de notre côté, on a le droit, on a le contrat, on a l'engagement des paroles, des mots, l'engagement qui ont été pris et qui sont absolument certains. Donc il n'y a pas en fait de doute. La seule question, c'est comment faire exécuter des décisions qui sont déjà rendues. Donc de faire appliquer le droit, de faire appliquer la loi. Comment faire? Et donc on n'a pas d'autre choix que de saisir les juridictions judiciaires, qu'elles soient civiles, qu'elles soient pénales, qu'elles soient prud'homales. Mais je voudrais quand même dire, pour rebondir sur la question de Rémi Dupré, que bien sûr il n'y a pas de bon moment pour attaquer le club, mais nous avons pensé que c'était le moins mauvais moment. Nous avons pensé que le club est passé par des moments difficiles et que là il est dans une bonne séquence. Personne ne peut le contester. Il est champion de France pour la 13e fois depuis dimanche dernier et pour la 4e fois consécutive. Il est qualifié pour la Coupe de France et il jouera la finale de la Coupe de France contre Reims le 24 mai. Le match d'hier le met quand même en bonne position pour les demi-finales de la Champions League. Il va participer au championnat du monde des clubs au mois de juin. Donc personne ne peut nous dire vous attaquez le club à un moment où il est faible. Au contraire, Kylian Mbappé est un, ça a été rappelé, un amoureux du football. Il a des liens particuliers avec ce club. Nous sommes, nous, des supporters du PSG, nous, les avocats. Et bien, pour autant, il y a un moment, le moins mauvais moment, où on demande au PSG de bien vouloir payer ce qu'il doit à son joueur phare. Je rappelle que Kylian Mbappé est quand même le capitaine de l'équipe de France, qu'il est le meilleur marqueur de l'histoire du club et qu'on lui doit un tout petit peu de considération, c'est-à-dire lui payer ses salaires. Oui, Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Alors, je voulais déjà comprendre si les juges dès l'exécution du tribunal judiciaire, c'est au pénal. Non, c'est du civil. C'est du civil. Et l'autre question, comment ça marche en fait, les saisines? Qui bloque quoi? L'argent était sur les comptes du club. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec cet argent qui a été bloqué? Alors, on peut faire un petit cours de droit, bien sûr, avec plaisir. Et vous avez raison, ce sont des conditions. C'est évidemment très technique. Et tout le sujet, c'est d'avoir le bon niveau d'expression. Donc, nous sommes allés plaider hier, Delphine Verheyden et moi, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Et nous avons demandé au juge de constater qu'une décision définitive rendue par la commission la commission mixte paritaire d'appel de la LFP ordonne le paiement de ces sommes. Le juge, il a regardé la décision, il nous a dit, ben oui, vous avez le droit de pratiquer une saisie qu'on appelle conservatoire, c'est-à-dire en attendant, sur les comptes bancaires. Donc nous avons mandaté, il y a 2 heures, un commissaire de justice, qui est le nouveau nom des huissiers. Il a identifié un certain nombre de comptes bancaires du PSG et il a saisi les comptes bancaires, c'est-à-dire que le PSG ne peut plus disposer de ces sommes à hauteur de ce qu'il doit à Kylian, c'est-à-dire 55 millions d'euros. Est-ce que ma réponse est claire? Bonjour, Mathieu Rollinger pour SoFoot. Cette affaire, du coup, pose aussi la question du statut des footballeurs de manière un peu plus générale. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur des cas précédents d'autres footballeurs qui auraient pu connaître ce genre d'histoire, même si forcément ce cas a une ampleur assez particulière? Et est-ce qu'il est possible aussi de voir des actions plus collectives? Parce qu'il y a plein d'autres joueurs qui connaissent cette situation de Loft, par exemple, notamment avec l'UNFP. Donc c'est des joueurs qui ont connu le Loft des fois au Paris Saint-Germain ou dans d'autres clubs. Alors effectivement, vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, c'est de Kylian dont il est question, mais il n'est malheureusement pas le seul à subir ce type de problématique. Retard dans les paiements des salaires, mise au loft, ce qui n'est pas la même chose, c'est pas la même problématique. Alors, à ma connaissance, c'est assez inédit qu'un club condamné à 2 reprises par la commission juridique et la commission mixte paritaire d'appel, condamné de manière extrêmement claire, dise haut et fort qu'il ne va pas exécuter. Ça, à ma connaissance, c'est quand même particulièrement inédit. Heureusement que ça tombe sur Kylian, si j'ose dire. Lui, au moins, il peut se défendre. Mais en fait, par votre question, vous pointez du doigt un point fondamental. Si on laisse faire ça, on envoie un signal incroyable à tous les présidents de clubs. Arrêtez de payer. Arrêtez de payer. Suivez la méthode du PSG. Tout le monde en randonnion au prud'homme. Rendez-vous dans 7 ans.
vous sentez bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et ça ne peut pas parce que ça ne doit pas fonctionner comme ça. Et pour que ça ne fonctionne pas comme cela, il faut que chacun prenne ses responsabilités dans les instances. Et je pense là à la commission de discipline et à la commission d'appel de la commission de discipline. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et applique les textes. Et ne tremble pas à l'idée de réaction, disait votre confrère tout à l'heure, qu'on pourrait craindre. Kylian Mbappé, lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur des réactions. Il veut des actions. Il veut que les droits soient respectés, les siens, mais aussi ceux des autres. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'indiquait Pierre-Olivier tout à l'heure, en matière pénale, il n'hésitera pas à se joindre à l'action de l'UNFP, car le syndicat a eu le courage, en janvier 2024, de déposer cette plainte, qui est en train d'être instruite d'ailleurs, et qui vise une multitude de cas similaires. Finalement, on a tous assisté un peu muets et sans rien dire aux dérives de l'arrêt Bosman, c'est-à-dire quand la réglementation a été changée du fait de l'arrêt Bosman, eh bien, les clubs ont trouvé une autre solution, vendre avant la fin des contrats, et c'est devenu une telle pratique qu'on a fini par croire que ça devenait le droit. Et on finit tellement par croire que c'est le droit que quand un joueur reprend sa liberté, c'est lui le banni, c'est lui qui semble violer le droit. Donc, par votre question, vous me permettez de souligner l'importance qu'il y a à ce qu'un Kylian Mbappé ne laisse pas tomber. C'est une petite musique qu'on a entendue, ça aussi, quand même, avec tout ce qu'il gagne. Quand même, avec tout ce qu'il gagne. Il n'a pas besoin de ça. Alors, ce tout ce qu'il gagne, ça me permet là aussi de faire une toute petite précision. Le chiffre qui circule et qui est exact de 55 millions d'euros correspond au salaire brut qu'aurait touché, que doit encore toucher Kylian. Mais tous autant que nous sommes ici, vous savez que quand on touche un salaire brut, il y a par définition un net et un net d'impôt. Donc en fait, les sommes dont on parle ici, en vérité, à la fin, pour Kylian, vont représenter 24 millions d'euros, mais pour l'État français, c'est presque un manque à gagner de 75 millions d'euros au moment où on se parle, qui n'ont pas pu être encaissés par les caisses de l'État, puisque le club estime que le joueur n'avait pas le droit de partir. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles Kylian se dit qu'il n'a pas le droit de laisser faire ça. Deux petites observations complémentaires sur ces deux sujets. La première, c'est qu'il y a des précédents, monsieur, pour répondre à votre question, qui ne sont pas effectivement aussi graves que... qui ne sont pas arrivés à des décisions des ligues et qui concernent le PSG. Tout le monde s'en souvient ici. Hatem Ben Arfa, le premier, et Adrien Rabiot, le deuxième, et on en a reparlé récemment. Quant aux sommes qui viennent d'être rappelées, effectivement, le joueur, à la fin... toucherait 24 millions d'euros, 75 millions d'euros iraient dans les caisses du Trésor public français. Ça veut dire qu'actuellement, le club thésaurise environ 98 millions d'euros, ce qui est une infraction à l'équité sportive. Pour mémoire, ou pour titre de comparaison, le club de Brest, c'est 50 millions d'euros. Donc il thésaurise 2 fois le budget du club de Brest par an. Voilà. C'est absolument une violation totale de l'équité sportive. Sans me parler de la violation des caisses du Trésor public français. Au profit du Qatar, quand même. Oui, bonjour. Julien Froment pour Radio France. Est-ce que vous regrettez un petit peu le manque de courage des instances, que ce soit la Ligue de football professionnel ou la Fédération française de football? Et est-ce que, dans le prolongement, est-ce que vous avez quand même confiance en la Fédération pour saisir l'UEFA? Merci. Alors, avant tout, je salue le courage de la commission juridique et de la commission mixte paritaire d'appel qui, si vous me permettez l'expression, ils ne se sont pas dégonflés. Ils ont rendu des décisions très motivées. On a passé beaucoup de temps à être auditionnés et ils ont, sans ambiguïté, condamné le PSG. C'est au niveau des instances disciplinaires que ça pêche un peu. J'ai à tout le moins été étonnée du manque de professionnalisme ou de savoir-faire juridique pour considérer qu'une instance était en cours et s'échapper de ce fait, c'est un peu léger. Tellement léger qu'en appel, la commission nous disait « Désolé, en première instance, ils se sont trompés ». Enfin, il y a une légèreté étonnante, un peu fautive. Oui, et effectivement, Thomas a raison.
en appel, en plus, c'est un peu ubuesque cette affaire. Là, la sensation que j'ai eue, c'est que les instances ces commissions, en tout cas, ont un peu tangué et ne savaient pas très bien comment gérer l'affaire, puisque en appel, pour l'aspect disciplinaire de ce dossier, 45 jours après que j'ai saisi l'instance d'appel, j'avais toujours pas de nouvelles. Donc, je les relance d'un courrier, et là, je reçois un mail qui me dit « Ah oui, on vous envoie un relevé de décision d'une réunion qui a eu lieu il y a 10 jours. » Donc, il y a des grands principes en droit français, comme le principe du contradictoire, ou le droit d'être entendu dans une procédure. En fait, il n'y a pas eu d'audience. Il n'y a pas eu d'audience, il n'y a pas eu d'écriture, il n'y a pas eu de contradictoire. J'allais dire, il n'y a presque pas eu de décision. Et sur un coin de nappe, ils ont fait un relevé de décision et ils ont dit c'est pas bon, revenez plus tard. Bon, ça, c'est vrai que c'est à tout le moins décevant. Mais il faut rester optimiste. Et si nous sommes là aujourd'hui, si nous continuons à actionner tous ces leviers, c'est parce que nous pensons que tout ça va finir par aboutir. Bonjour, Ian Johnston du Financial Times. Vous avez dit que vous avez déposé plainte contre X, ancien Twitter. Est-ce que vous avez aussi considéré des plaintes contre d'autres réseaux sociaux? Il y avait d'autres qui étaient concernés? Et une question sur les conséquences sportives potentielles pour PSG. Vous dites que pour en remontant l'affaire à l'UEFA, ça pourrait les priver de leur licence pour la Ligue des Champions. Est-ce que combien de temps vous pensez que ça pourrait les priver d'accès à la Ligue des Champions? Est-ce qu'il y a une demande spécifique pour les conséquences sportives? Alors, tout d'abord, donc les plaintes avec constitution de partie civile pour injure, il y en a 2 qui ont été déposées. Une dans le cadre de propos tenus sur X, anciennement Twitter, et une autre pour des propos tenus sur Facebook. Il va y en avoir une 3e en début de semaine prochaine, mais tant qu'elle n'est pas déposée, je ne veux pas en parler, pour des raisons pour protéger, si vous voulez, mon action. Le problème que vous savez sur ce genre de procédure, c'est que l'hébergeur est fuyant, plus que fuyant. Bon, et que c'est très compliqué, mais le tribunal judiciaire entend bien utiliser ces procédures pour essayer de faire un précédent et d'aller avec tous les moyens d'investigation numérique qui sont à la disposition du pénal en France, rechercher la source et dévoiler ceux qui sont derrière ces injures qui sont destinées ici aux proches du joueur. Quant à la partie de votre question sur l'UEFA, donc je nous recontextualise. Ce qui a été signalé à la Fédération française de football et qu'elle a l'obligation de remonter à l'UEFA, c'est que le Paris Saint-Germain a des arriérés de paiement, c'est ça que prévoient les textes, à l'endroit d'un de ses anciens joueurs. Et des arriérés de paiement, on vous l'a rappelé, qui sont quand même colossaux. En ce moment, sont étudiés les dossiers des clubs en vue de se voir attribuer la licence. Ça prend à peu près 2 mois, l'étude de ces dossiers. Ça a commencé début avril. Donc, très concrètement, ce que pourrait risquer le club, c'est jusqu'à la non-délivrance d'une licence UEFA. Ensuite, je pense qu'à tout moment, quand le club régularise la situation qui lui est reprochée, parce qu'il y en a plein, au fil des saisons, il y en a plein des cas comme ça. Kylian n'est pas le premier joueur à ne pas être payé. Donc ça arrive souvent. Quand le joueur régularise sa situation, il n'y a plus de difficulté et l'UEFA ne lui en tient plus grief. C'est une condition de la délivrance de la licence UEFA. C'est l'annexe H du règlement de l'UEFA. Bonjour, Fabrice Hawkins, RMC Sport. On a bien compris le rappel des faits. Il y a un moment sur lequel je voudrais revenir, c'est en janvier 2024, début janvier, quand Kylian Mbappé explique qu'il y a un accord qui a été trouvé
entre le Paris Saint-Germain et lui-même pour protéger l'ensemble des parties. Je ne sais pas si on peut revenir sur la nature de ces accords et pourquoi est-ce que ça a volé en éclats. D'abord, comme vous l'avez dit, j'ai pris le soin de rappeler les faits et pas seulement, de rappeler aussi la méthode dont un contrat se forme en matière sportive et footballistique en particulier, et la manière dont on peut modifier le contrat, c'est-à-dire par voie d'avenant. Ça, c'est la première remarque. Il y a une petite musique récurrente. Ce que vous dites, c'est une petite musique récurrente du club depuis des mois, qui dit, et d'ailleurs, je l'ai entendu pendant plus d'1 heure et demie à chaque audience, c'était la même chose à chaque fois. On n'a pas payé parce qu'il y avait un accord. Et à chaque fois, les juges ont dit quoi? Ils disent, très bien, il y a un accord. Prouvez-le nous qu'il y a un accord. C'est bizarre, le club est incapable de le prouver. Donc, si accord il y avait eu, je pense qu'il y a longtemps qu'un avenant aurait été signé, enregistré, homologué, et il y a longtemps que le PSG l'aurait mis en avant devant les médias ou devant tout le monde. Et enfin, pourquoi Kylian Mbappé dit ça en janvier 2024, je ne sais pas, j'étais pas à ses côtés quand il le dit, mais par contre, j'ai vu l'effet que ça a produit quand il a envoyé un courrier pour dire qu'il n'allait pas prolonger. Très sincèrement, il n'avait jamais imaginé que ça ferait l'effet d'une bombe. Lui, il ne faisait que formaliser des choses que ses dirigeants savaient déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été privé de terrain, il a été menacé de ne pas y remettre le pied pendant 1 an, pendant toute la saison. Quand en janvier, on vous repose la question, on remet une pièce dans la machine, on redit mais non, n'oubliez pas, je vais partir. Imaginez l'état dans lequel peut se trouver un salarié quand on lui repose ces questions, et imaginez la pression qui est sur ses épaules au moment de la réponse. Donc, d'accord, s'il y en avait eu, il y a longtemps que ça se saurait, et il y a longtemps que le PSG l'aurait prouvé. Je crois que vous aviez une dernière question. Le micro vous est passé derrière, c'était pas sympa. Le temps que le micro circule, je complète. Cette histoire d'accord, c'est une fable. Il y a eu des discussions à l'été 2023, ce sont des discussions de vestiaire, qui sont formalisées par rien, et ce sont les éléments de langage du PSG que, comme l'a dit Delphine Verheyden, on a laissé prospérer, mais il n'y a pas d'accord. S'il y avait eu un accord, on l'aurait vu. Il n'y a aucune entreprise au monde où on peut modifier la rémunération d'un salarié sans son accord écrit. Aucune. Et je crois que vous le savez tous ici. Très bien. C'est ce qu'on appelle un élément essentiel du contrat de travail, la rémunération, et c'est juste pas légal. Et sinon, ça va être la foire. À la sortie de chaque match, quand un président n'est pas content de son joueur, il suffit de venir le voir dans le vestiaire, lui dire « T'es d'accord, je baisse ta rème ». Ça va être la foire, ce système. Heureusement que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'existe pas. Heureusement. Et j'ajoute que cette question a déjà été tranchée, comme on vous l'a dit au début, précisément par les organes compétents, c'est-à-dire la commission juridique et la commission d'appel de la Ligue, ont déjà... Cette fable leur a déjà été servie, et de manière extrêmement ferme, on dit « cet accord n'existe pas ». Donc il faut... Voilà, c'est normal que vous nous posiez la question, mais cet accord, il faut l'oublier, il n'existe pas. En fait, le sujet n'est plus de savoir s'il y avait un accord, le sujet est de savoir quand est-ce que le club va payer. Bonjour, Luis Miguel Pasqua de l'agence de presse espagnole. C'est un peu pareil, la même question. Pourquoi alors le PSG a remis Kylian Mbappé dans l'effectif s'il n'y a pas d'accord? S'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui l'a amené à le réintégrer dans l'équipe? Ça, il faudrait leur demander, mais moi, je ne suis pas une spécialiste de foot, mais je crois avoir compris que c'était un des meilleurs joueurs de l'effectif, quand même. Je crois avoir compris aussi qu'il y avait un entraîneur très ambitieux, qui avait, et c'est légitime, envie de faire des grandes choses pendant son année. J'imagine qu'à un moment, le PSG a dû se dire « Bon, on a mis la pression autant qu'on pouvait, mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Il faut qu'il aille sur le terrain et qu'il marque des buts. » Ce qu'il a fait de très belle manière, d'ailleurs. Je précise qu'il a quand même passé 24 jours dans le loft. 24 jours. Il a manqué la tournée d'été à l'été 2023. Qu'il a une discussion avec le président du club le 12 août 2023, juste avant le match de Lorient. Et qui va se poser la question assez vite, à ce moment-là, de la liste des joueurs qualifiés pour la Champions League. De mémoire, c'était le 2 ou 3 septembre. On voit mal quand même le club se passer d'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, à ce moment-là. Donc la tension est retombée, le joueur a regagné le terrain. Mais de toute façon, quand un joueur est sous contrat d'un club, l'obligation du club, comme l'obligation de n'importe quel employeur, c'est de le faire jouer. C'est de lui fournir un travail pour lequel il a été embauché. Le contrat de travail, il était en cours. Puis-je ajouter, mais ça c'est des souvenirs que vous partagez, et ce n'est pas l'avocat qui parle, mais
j'ai souvenir que quand il a été réintégré dans l'effectif, pour autant, il a été humilié à un certain nombre de moments. Le match de Monaco, quand il est sorti, etc. etc. Combien de commentaires se posaient la question de savoir pourquoi il sortait du terrain, pourquoi il est rentré à si peu de temps, etc. etc. Eh bien, en dépit de ce très très faible temps de jeu, il a été le meilleur buteur du championnat. Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. Juste une dernière question. Est-ce qu'au-delà du terrain juridique, notre présence à tous ici ne signifie pas aussi que cette bataille se gagne sur le plan de la communication ? Écoutez, je ne sais pas si elle se gagne sur le terrain de la communication, mais ce qui est certain, c'est que nous nous sommes dit ça n'est plus possible de fonctionner en considérant que vous alliez pouvoir faire la part des choses en étant alimenté seulement d'une version de l'histoire. Donc il nous est apparu essentiel aujourd'hui de faire ce point pour revenir sur la chronologie des événements de manière factuelle et pour vous expliquer tout simplement ce qui va se passer dans les étapes suivantes. Après, ce sera libre à vous d'interpréter, de réinterpréter ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais en tout cas, c'est ça notre propos. Kylian Mbappé est quelqu'un de très direct. Il n'envoie pas dire ce qu'il a à dire. Donc je crois que s'il a été décidé aujourd'hui qu'on vous parle directement, eh bien c'est parce qu'il assume complètement le fait de faire respecter ses droits pour lui, mais d'une manière indirecte aussi pour l'ensemble des joueurs qui subissent les mêmes sévices. Et maintenant que nous sommes devant la justice, je vous rappelle ce qui est écrit sur toutes les décisions de justice en France, qu'elles sont rendues au nom du peuple français. Non seulement des audiences publiques, mais au nom du peuple français, de tout le monde donc. Vous en donnez écho, vous en donnerez écho et c'est bien.